Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les chiffres du réseau bio uniquement sur les familles frais et surgelés. Donc vous aurez un point de contexte dans lequel je vais parler à la fois de l'inflation, de ce qui peut influer comme l'offre en GMS. Après, on passera à une présentation globale du marché, c'est-à-dire une présentation dans laquelle je vais vous présenter toutes les familles du marché. Et après, on rentrera spécifiquement dans le frais, puis dans les familles du surgelé. Donc, pour commencer, un petit point de contexte donc, sur l'évolution avant-après Covid. Donc, une première chose, c'est de voir que le marché, effectivement, on a fait une moyenne sur 2017, 2018, 2019 versus les 3 années suivantes, c'est-à-dire 2020, 2021, 2022. Ça, c'est pour vous donner des périodes qui sont comparables et que vous puissiez vraiment faire une comparaison qui soit juste et pas uniquement, par exemple, quand on fait des comparaisons entre 2020, qui était une année exceptionnelle, et 2021, puis 2022, qui sont des années en baisse. Donc là, c'est vraiment pour garder une sorte de norme ISO sur la comparaison. Première chose, donc, on voit qu'on est à plus 15 versus avant Covid sur l'ensemble du marché bio. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'avant le Covid, on était sur un marché qui était relativement atone. C'est-à-dire qu'on avait une croissance de l'ordre de 5% par an environ, mais c'était une croissance qui rejoignait systématiquement l'augmentation du parc magasin. Et ça, je vais y revenir juste après. L'augmentation du parc magasin, pendant longtemps, a caché des problèmes structurels qu'il y avait dans le bio. Donc si vous aviez 5% de croissance de parc, vous aviez également 5% de croissance du chiffre d'affaires. Donc on pouvait se dire tout va bien, le chiffre d'affaires croît de 5%. Néanmoins, la demande au point de vente était stable, voire légèrement en baisse. Et donc ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a eu quand même une hausse par rapport à l'avant-Covid, puisqu'il y a eu une année 2020 exceptionnelle, mais ça n'a pas résolu les problèmes structurels qu'il y avait avant. Un second point de contexte, vous allez vous dire, oulala, là il y a plein de courbes, je ne comprends plus rien. Les courbes sont là pour vous rappeler qu'il y a plusieurs phénomènes en ce moment qui sont en jeu. Vous avez la courbe de l'inflation dont tout le monde parle. Ici, on était plutôt en déflation sur 2017 à 2019. 2020, année exceptionnelle, donc c'était pas compliqué d'emprunter de l'argent. Tout le monde était très heureux, le marché était euphorique, donc il n'y avait pas d'inflation. Et là, depuis la crise en Ukraine et les différents problèmes de politique internationale, plus la sécheresse, vous avez désormais une inflation qui, cette année, devrait s'établir à peu près à 6%. À côté de ça, vous avez d'autres courbes. Vous avez une courbe, celle qui est en bleu clair ici, qui représente l'augmentation du parc. Donc vous voyez qu'on avait une augmentation qui était finalement assez linéaire, à l'exception de l'année effectivement 2019-2020, où là il y a des projets qui ont été retardés. On avait une augmentation du parc qui était assez linéaire en réseau bio. Cette année, je ne peux pas vous faire de bilan pour l'instant. Néanmoins, on ne sera certainement plus sur la même courbe linéaire. En ce moment, la tendance est plutôt à la fermeture ou bien à la conversion vers ce dont Mélanie vous a parlé, c'est-à-dire les EAP, les épiceries alternatives de proximité, c'est-à-dire les magasins dans lesquels on concentre à la fois du vrac, de l'épicerie spécialisée locale et également des produits parfois qui sont juste des produits conventionnels d'appoint. Donc ça, c'est pour la seconde courbe. Donc ici, on peut supposer qu'au mieux, vous aurez une courbe qui sera droite. Au pire, on aura une baisse. Et enfin, la dernière courbe, qui est ici l'offre de bio en GMS. Vous voyez cette courbe verte? Donc là, on avait une augmentation qui était là aussi assez linéaire jusqu'en 2020-2021. En 2020-2021, il y avait une grosse croissance de marché. Donc les industriels se sont dit, c'est le bon moment pour référencer des nouvelles refs en réseau GMS pour le bio. Donc là, vous aviez une augmentation. Et là, depuis le début de l'année, la tendance est à -7. Donc actuellement, vous avez du déréférencement de produits bio en GMS. À titre indicatif, là où on avait le plus de référencement sur ces dernières années, c'était sur l'hygiène et soins. Cette année, on a eu une baisse du nombre de produits d'hygiène et soins présents en réseau GMS avec la labellisation Cosmé Bio. Et par ailleurs, les ventes de produits, du coup, sont en baisse de 2,9%. Et les baisses de produits dits naturels sont en baisse même de 9%. Donc actuellement, il y a un vrai problème de relais de croissance pour la bio. La bio jouait un rôle de relais de croissance jusqu'en 2021 en GMS. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, les acteurs de la GMS sont des gens qui sont aussi gouvernés par la notion de profit. Ce n'est pas une nouvelle. Donc, ils déréférencent tout simplement.
Donc pour eux, ce n'est pas très grave. Ils se font de toutes les manières plus de marge sur un produit de MDD ou sur un produit conventionnel que sur de la bio. Donc il n'y a pas d'intérêt pour eux à aller chercher du référencement. Tout ça pour vous dire qu'on est dans une situation qui est très particulière actuellement, puisque vous avez une augmentation des prix, que vous avez une baisse de l'offre en GMS, et qu'à côté de ça, vous avez également un parc magasin en ce moment, donc un nombre de revendeurs qui est en train de réduire. Donc un contexte, vous l'admettrez, qui n'est pas très favorable, même si on le verra, il y a quand même certaines choses qui se passent bien, notamment quand on innove et quand on arrive à se différencier de l'offre directe qu'on retrouve en GMS. Ça, c'est juste une présentation globale. Donc là, vous avez toutes les familles. Surligné, vous avez la famille qui nous intéresse actuellement. Et dans le reste, vous avez effectivement les progressions. Alors, si on fait juste un petit zoom effectivement sur les différentes familles, vous voyez que ce qui se passe, on va dire, entre guillemets, bien, c'est effectivement le frais, les surgelés, l'épicerie salée et les compléments alimentaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réelle différenciation par rapport à l'offre de GMS, notamment en compléments alimentaires où on a une offre historique et par ailleurs en épicerie salée où on va retrouver tout ce qui est différenciant du type les céréales, légumineuses et féculents qui ont une offre réellement différente de celle qu'on va pouvoir retrouver en GMS. En revanche, on va le voir sur le frais et le surgelé, c'est un peu plus compliqué de se différencier. Et sur l'épicerie sucrée également. Tout ce qui est non alimentaire qui se trouve en bas du tableau, c'est-à-dire l'entretien, l'hygiène et soins, entretien, hygiène et soins, sont en très forte baisse. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, si vous avez des personnes qui viennent sur le réseau bio pour aller chercher quelques produits comme ça d'appoint, fut un temps, c'était des gens qui allaient aussi visiter les autres rayons. Aujourd'hui, ils ressortent beaucoup plus vite du magasin. On a mené une étude consommateur sur le sujet. Les personnes qui viennent pour des fruits et légumes ne passent plus dans les autres rayons pour faire de la prospection, entre guillemets, pour voir s'il y a des nouveautés, s'il y a des produits qui les intéressent. Aujourd'hui, ils ressortent directement. Ils viennent chercher ce dont ils ont besoin, leur liste de courses, mais ils ne font plus du papillonnage dans les autres rayons. Pourquoi c'est inquiétant ? C'est parce qu'il y avait effectivement aussi de la marge à récupérer sur le non-alimentaire. Donc, c'est vraiment un manque à gagner impressionnant pour les magasins. Et quand vous entendez actuellement des magasins qui vous disent « moi, je vais réduire mon espace non-alimentaire pour consacrer plus de place aux fruits et légumes ou à des produits à forte valeur ajoutée comme les compléments alimentaires qui sont des produits historiques du réseau bio », voilà, ça fait sens pour eux au niveau économique de se dire « je vais enlever des produits qui actuellement ne fonctionnent pas, tout simplement ». Donc un petit commentaire déjà sur le total ici. Vous voyez qu'on est effectivement sur une prévision de CA qui sera aux alentours des 3,5 milliards sur le total réseau bio. L'année précédente, on était à 4,2 milliards. Donc globalement, ce qu'on anticipe en désaisonnalisant les courbes de vente, c'est-à-dire en retirant l'effet de saisonnalité qu'on peut avoir sur certains mois, c'est une baisse qui sera à peu près à moins 15. Moins 15, ça n'a pour l'instant jamais été connu en réseau bio depuis le début du réseau bio. Donc voilà, préparez-vous effectivement à avoir des difficultés quand vous allez rencontrer des magasins parce qu'eux aussi ne vont pas bien. Donc si vous, en tant que producteur, vous leur dites je ne comprends pas, eux ils vont dire oui mais mon chiffre de vente a baissé de 15 à 20%, donc il y a des choses que je ne peux plus me permettre. Là, on va rentrer très rapidement dans une forme de détail, mais j'ai fait certains regroupements. Donc, dans tout ce que j'ai appelé non transformé, c'est les endroits où vous allez retrouver la crèmerie, les œufs, le lait, les viandes et les poissons en frais. Donc pourquoi les avoir réunis ? C'est parce que toutes ces catégories-là sont avec des chiffres extrêmement proches en termes de performance. C'est ceux qui sont les moins bien positionnés actuellement en réseau bio. Pourquoi ? Je vais y revenir par la suite. C'est essentiellement un manque de différenciation et un écart de prix. Si vous avez une boîte d'œufs effectivement qui est bio et que vous avez exactement le même label en GMS, si vous avez un indice de prix qui est largement supérieur, actuellement, les consommateurs vont faire un arbitrage et ils vont se dire cette boîte d'œufs, moi, je vais aller l'acheter au Carrefour ou chez Auchan plutôt que d'aller l'acheter dans mon petit magasin de proximité puisque je le paye 20% moins cher, 30% moins cher. Voilà.
Après, vous avez deux autres catégories sur lesquelles je vais revenir. C'est les spécialités végétales, qui sont là aussi une catégorie qui est emblématique du réseau bio. C'est une catégorie qui a fondé aussi et accompagné le réseau bio. Actuellement, là, c'est un autre problème. Ce n'est pas forcément une question d'écart de prix, je vais y revenir. C'est plutôt une question d'offre. Une offre qui s'est multipliée en GMS, et je vais revenir dessus, et qui fait actuellement assez mal à toutes ces marques. Et enfin, le traiteur. Le traiteur, un peu le même problème. Vous n'aviez pratiquement pas de plats préparés bio en GMS il y a encore 5 ans. Vous aviez quelques marques niches. Vous avez Monoprix qui servait un peu de laboratoire, la GMS, et qui se lançait sur les plats préparés bio. Aujourd'hui, vous avez globalement 15% de l'offre de plats préparés frais qui sont bio. Donc, le consommateur, là aussi, il peut faire des arbitrages et puis il peut comparer les offres entre les deux circuits. Alors je sais bien, c'est quelque chose qui va vous avoir l'air absurde. Vous allez me dire, c'est pas les mêmes ingrédients, c'est pas les mêmes provenances, c'est pas les mêmes cahiers des charges. Tout ça, c'est vrai. Néanmoins, dans l'esprit d'un consommateur qui a globalement 3 à 5 secondes pour se décider sur un choix produit, lui, il voit le label AB, il se dit, c'est la même chose. Donc, il y a des efforts à faire sur le marketing, bien sûr, mais il y a aussi toute une éducation à faire sur le consommateur qui vient en réseau bio pour qu'il comprenne pourquoi il paye plus cher en réseau bio qu'un plat préparé en réseau GMS. Et enfin, après, je vais revenir sur le surgelé. Le surgelé, effectivement, sucré, salé. On ne rentrera pas trop dans le détail. Je ne vais pas vous faire tout le détail des champignons en surgelé, des plats préparés, etc. Mais je vais quand même vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc, quand même, un petit point positif avant de vous parler de toutes ces nouvelles qui sont un peu difficiles. Quand on fait la comparaison avant-après Covid, vous voyez qu'on est quand même très largement en positif. Sur le non transformé, on est à plus 17 par rapport à la moyenne des 3 années avant Covid. Sur les surgelés, on est à plus 16. Et sur le végétal, on reste quand même à plus 4. Donc voilà. Oui, c'est des performances qui ne sont pas très engageantes à court terme. Néanmoins, quand on compare sur un temps un peu plus long, c'est pas non plus une bérésina. Alors là, on va revenir très rapidement effectivement sur ce qui s'est passé sur toute la partie, on va dire, non transformée et en général sur tout ce qui a pu se produire famille par famille. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Actuellement, si vous regardez ici, c'est noté en petit, mais en réseau bio versus en réseau GMS, quand on prend des références leaders de lait bio, vous avez un indice qui est à 115 en termes de prix. C'est-à-dire que le réseau bio est en moyenne 15% plus cher sur les références leaders que la GMS. Et encore, je n'ai pas pris les références de MDD en GMS. J'ai pris par exemple Lactel. J'ai pris vraiment des marques connues, mais pas de la MDD. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que, comme je vous l'expliquais, qu'est-ce que voit le consommateur? Lui, il voit 2 bouteilles de lait sur lesquelles il a rigoureusement le même label et sur lequel il n'est pas capable de dire bah voilà, ça c'est une ferme avec 3000 vaches en Europe de l'Est qui est sur un cahier des charges qui n'est pas du tout aussi exigeant que celui du réseau bio. Le consommateur, il n'est pas forcément éduqué comme ça, il ne le voit pas. Donc lui, tout ce qu'il voit, c'est mon pouvoir d'achat en ce moment est en train de baisser parce qu'il y a de l'inflation, comme je vous l'ai expliqué dans les slides précédentes. Comment est-ce que je fais pour conserver un pouvoir d'achat qui baisse le moins possible? Je vais aller acheter mon lait en GMS tout simplement. Ça peut vous avoir l'air choquant parce que vous vous dites bah non, ce n'est pas du tout les mêmes produits. Pour un conso, c'est un peu la même chose quand même, tristement. Même chose sur les œufs. Sur les œufs, vous allez avoir un écart qui est entre 20 et 30% selon ce qu'on considère exactement. C'est un problème là aussi, parce que le consommateur, sur un produit non transformé, il ne voit pas la valeur ajoutée que vous apportez en réseau bio. Lui, il ne sait pas qu'on nourrit les bêtes différemment, il ne sait pas qu'elles ont des conditions de vie différentes, etc. Donc pour lui, ça peut avoir l'air complètement injustifié de payer plus cher. Il se dit, dans ces cas-là, ils se font une plus grosse marge. Et ça, je l'ai entendu en groupe consommateur, quand on invite des consommateurs à l'agence pour parler de leur consommation, ils nous disent ça. Ils nous disent, pour moi, le réseau bio, c'est des petits magasins, donc ils se font plus de marge. C'est un problème de perception, là aussi. Il faut éduquer les consommateurs pour leur expliquer que non, ce n'est pas parce qu'ils se font plus de marge, c'est parce que vous n'achetez pas dans les mêmes quantités. Si vous n'achetez pas dans les mêmes quantités, vous n'avez pas les mêmes réductions d'échelle. Et si vous n'avez pas les mêmes réductions d'échelle, vous payez votre produit vous-même plus cher, donc vous êtes obligé de le revendre plus cher. Ça peut avoir l'air bête comme ça, parce que vous dites, ça c'est le marketing 101. Non, c'est pas ça. C'est vraiment contre-intuitif pour un consommateur. Là, ce qu'on voit ici sur le traiteur végétal, c'est un problème que je vous expliquais tout à l'heure, c'est un problème de concurrence.
Vous avez Wheaty, Typhoon, voilà, Bonne Terre qui ont des alternatives végétales en réseau bio. Mais de l'autre côté, vous avez Erta qui s'est lancé avec une saucisse végétale. Erta, si vous avez des enfants à la maison, bah vous leur sortez les mêmes knackis que d'habitude en version végétale. C'est tout à fait acceptable pour les enfants. Alors oui, vous allez me dire, ce n'est pas un produit qui est équivalent du tout à ce qu'on retrouve en réseau bio. Je suis bien d'accord là aussi. Néanmoins, quand vous êtes un consommateur et que vous allez vous faire vos courses dans une grande surface, vous regardez l'offre que vous avez. Vous avez une offre premium avec tout ce qui va être apivore, avec tout ce qui va être vegan deli, etc. Et vous allez avoir aussi une offre vraiment entrée de gamme avec Erta, avec de la MDD. Donc vous êtes tout à fait capable de retrouver votre compte. Idem sur effectivement tout ce qui est alternative végétale ou alternative au lait. Donc là, c'est pareil. Vous allez me dire, bah oui, mais on ne peut pas considérer qu'un Andros végétal, ce soit la même chose qu'un produit du réseau bio. Je vous rejoins. Mais néanmoins, le consommateur final, il ne voit pas cette différence-là. Lui, ce qu'il voit, c'est un yaourt végétal. C'est bon, c'est de la mousse au chocolat, c'est Andros, je connais. Et il se dit, bah oui, et puis en plus, c'est 20% moins cher que ce que je vais trouver. Donc là aussi, là, c'est plus une question d'augmentation de l'offre. Si vous regardez, effectivement, vous avez eu une augmentation de l'offre et actuellement, vous avez du déréférencement. C'est logique. Tout le monde ne peut pas s'intégrer en GMS. Il y a des échecs. Mais néanmoins, on a quand même effectivement une augmentation très forte de l'offre pour tout ce qui est alternative végétale. Et là, on va retrouver aussi effectivement un problème de concurrence. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur les surgelés ? Sur les surgelés, on a une structure de marché qui est totalement différente de celle de la GMS. En GMS, le premier produit qu'on retrouve, c'est les pizzas. Le premier produit surgelé en GMS, tout simplement, vous allez me dire, c'est logique, je le vois très bien, c'est de la pizza. Que vous compariez le mètre linéaire ou que vous regardiez le chiffre d'affaires, c'est la même chose. Premier produit, pizza. Qu'est-ce qu'on a comme premier produit en réseau bio, en surgelé? Les produits de la mer. Pourquoi? Parce que en surgelé, vous allez retrouver des produits qui sont en longue conservation. Ça vous évite d'avoir un produit qui périme rapidement. Quand vous êtes sur des fruits de mer ou des choses comme ça, vous avez une DLC qui est relativement courte. Donc pour des raisons de praticité, on a beaucoup de consommateurs du réseau bio qui sont des consommateurs fidèles du réseau bio, qui vont faire le choix effectivement de prendre du surgelé. Ce n'est pas du tout la même structure de marché. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a aussi un problème de taux d'équipement. Il y a un problème de taux d'équipement en réseau bio. Alors, on peut considérer que c'est un problème ou pas. On peut se dire c'est juste une priorisation des besoins du consommateur. Néanmoins, vous avez une offre du coup qui est peu développée. Et donc, quand un consommateur vient en réseau bio, la première chose à laquelle il va penser, c'est pas je viens chercher des surgelés. C'est je viens chercher des fruits et légumes, je viens chercher du frais, je viens chercher des compléments alimentaires, des céréales un peu originales. Mais c'est certainement pas je viens chercher des surgelés. Donc, on a un rayon surgelé qui ferme aussi. On a beaucoup de magasins qui font cet arbitrage-là. Ça coûte cher d'avoir des freezers. C'est un mètre linéaire qui n'est pas du tout rentabilisé, comme peut l'être celui, par exemple, des compléments alimentaires où vous vendez des produits à forte valeur ajoutée. Donc, quand ils font un arbitrage, ils se disent bah, pourquoi garder ces 3 mètres carrés linéaires? Je vais les remplacer par un autre rayon. Donc, derrière, vous avez aussi des consommateurs qui sont moins habitués, qui connaissent moins bien l'offre, et donc une offre qui décline progressivement. Pourquoi? Parce que vous avez aussi une offre en réseau bio où on ne retrouve pas tous les produits stars de la GMS. Excusez-moi, je sais que c'est de la malbouffe, ok, mais des frites, on n'en trouve pratiquement pas. Or, moi, je suis un consommateur, je viens dans le rayon surgelé, je m'attends aussi à retrouver des produits équivalents, donc des frites. Si je n'ai pas de frites, je vais me dire, bon, bah, c'est pas grave, j'irai chercher des frites ailleurs. Et le ailleurs où? Bah, par exemple, chez Picard. Picard a fait une grosse offensive depuis début 2020 sur le bio. Ils ont développé des filières. Aujourd'hui, l'offre de Picard en bio est extrêmement riche. On est dans un pays particulier où il y a vraiment une chaîne qui est spécialisée dans le surgelé. Cette chaîne-là, les gens ont confiance, ils ont une très bonne image. Quand vous savez derrière qu'ils ont développé toute une offre de surgelés bio et locaux, ben vous allez aller où? Vous allez aller chez Picard pour aller chercher vos surgelés. Donc c'est là aussi un problème de concurrence et aussi un problème d'appréhension des besoins du consommateur. Si vous ne mettez pas en avant des produits qui sont hyper consommés,
bah derrière, vous allez vous retrouver avec une sous-consommation. Quand on regarde le CA que représente le surgelé sur l'ensemble du réseau bio par rapport au CA qui représente sur effectivement la GMS, bah, c'est pratiquement un tiers de ce qu'il devrait représenter. C'est divisé par 3 par rapport à la taille totale des magasins. Donc vous avez une très forte sous-représentation en fait, de ce qui se passe. Donc en conclusion, qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'il y a un problème de différence et de produits qui sont plus chers. Donc ça, c'est en particulier sur tout ce qui n'est pas transformé. Tout ce qui n'est pas transformé, vous n'avez pas de valeur ajoutée perçue. Donc dès qu'il y a un écart de prix, c'est une catastrophe pour les consommateurs. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a un écart de prix. Seconde chose, c'est qu'on a effectivement une concurrence qui est très dynamique sur tout ce qui est alternative végétale, alors que c'était des produits historiques du réseau bio. Et enfin, on devrait avoir une offre beaucoup plus couvrante sur tout ce qui est surgelé pour pouvoir séduire à nouveau les consommateurs et les ramener pour encourager aussi les distributeurs à mieux référencer les produits surgelés et à avoir plus d'équipements pour mettre des produits surgelés. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser. Et puis voilà. Merci beaucoup pour votre attention.